Bien, chers étudiants, nous allons enchaîner à travers ce diaporama pour vous présenter donc le cours. C'est très intéressant pour vous, bien sûr, de retenir quelques idées, quelques termes, quelques concepts et que vous ayez un enchaînement logique qui va vous permettre de comprendre l'essentiel de ce cours. Nous avons déjà parlé du droit international et de sa définition. Nous avons considéré que ce droit international public, autrefois appelé droit des gens, est constitué par l'ensemble des règles, de droit qui s'appliquent au sujet de la société internationale, c'est-à-dire normalement aux États et aux organisations internationales, et exceptionnellement aux individus. Cet ordre normatif est un facteur d'organisation sociale qui remplit une double fonction. Tout d'abord, réduire l'anarchie dans les relations internationales en assurant la coexistence entre les États et satisfaire des intérêts communs telle qu'elle a été retenue par la Cour permanente de justice internationale dans l'affaire du Lotus en 1927. Il faut noter que le développement du droit international public reste encore limité par des considérations de politique internationale. Toutefois, de plus en plus, les intérêts du politique coïncident avec les besoins de la justice. Exemple, les tribunaux pénaux internationaux et la Cour pénale internationale. Comme vous voyez, chers étudiants, j'ai regroupé les facteurs de développement du droit international en des facteurs historiques, géographiques et politiques, le progrès technique, les influences des pays en voie de développement. Bien sûr, ces derniers, ils ont joué un rôle très important pour la transformation du droit international d'un droit international classique à un droit international moderne, bien que ne répond pas toujours aux aspirations des pays faibles, mais surtout, il défend les intérêts des États puissants, puisque, comme on l'a dit, il est imprégné par leur politique et par leur idéologie. Donc, ces facteurs de développement ne sont pas autonomes et indépendants de certains facteurs géographiques et de transformation environnementale qui ont permis la mise en place d'un ensemble de règles. On donne comme exemple l'exploitation de l'espace cosmique, l'exploitation du fond des mers, protection de l'environnement, lutte contre la pollution, etc. Et puis, nous allons constater que parmi les facteurs de développement, il y a l'intervention croissante de l'État dans la vie économique, ce qui a nécessité la délimitation des compétences de l'État et la garantie de ces compétences. La réglementation de la circulation internationale des biens et des services intègre ce domaine de droit international économique. Et puis, c'est le champ le plus important de transformation internationale à la suite de la mondialisation. Nous assistons aujourd'hui à une transformation récente qui est liée aux crypto-monnaies et au Bitcoin, le paiement par Internet et tout ce qui se fait à travers l'Internet. Et d'ailleurs, on voit actuellement
le rôle que joue l'Internet dans toute action sociale, économique et médiatique. Concernant les caractéristiques du droit international, on peut considérer que ces caractéristiques sont tout d'abord obligatoires, fragmentaires, nécessitent le consentement des États, et puis la place de la sanction dans le droit international ne peut avoir la même situation qu'en droit interne. Concernant le premier point, qui est celui de règles obligatoires, on peut dire que le droit international public, en tant que norme prescriptive, prohibitive ou permissive, se distingue à la fois de la courtoisie internationale, c'est-à-dire usage suivi à titre de simple convenance et pour des raisons de commodité, de la morale internationale et les principes naturels qui sont considérés comme des règles idéales. Mais ce droit international ne constitue pas un ensemble homogène. Pourquoi? Parce que il n'a pas un fondement unique, intégré et construit de façon régulière. Au contraire, nous allons distinguer deux formes de droit, ou bien deux fondements de base de ce droit international. Nous avons le droit judiciaire, dont l'application est contrôlée par des organes juridictionnels, c'est-à-dire de la Cour internationale de justice et des arbitres. Et nous avons le droit politique, c'est-à-dire l'ensemble des règles appliquées par des organes d'organisation internationale de façon moins rigoureuse, moins technique, qui n'est pas à l'abri de distorsions, voire de manipulations. Exemple, la procédure de vérification des pouvoirs à l'Assemblée générale des Nations unies à propos de l'Afrique du Sud dans les années 70. Ça veut dire qu'on peut trouver toujours une situation qui va permettre de ne pas appliquer la règle ou d'appliquer la règle. Parce que cette règle, elle n'a pas un fondement juridique, mais elle a un fondement politique. Concernant la deuxième caractéristique, ou bien le deuxième caractère, ce caractère s'explique par le domaine d'application et les conditions d'élaboration. Concernant le domaine d'application, le droit international classique se bornait à régir les rapports diplomatiques et commerciaux et le droit de la guerre. C'est ce qu'on avait expliqué auparavant.
On a dit que dans l'histoire, le droit international a commencé par régler ces champs ou bien ces domaines, les rapports diplomatiques et commerciaux et le droit de la guerre. Actuellement, on note un élargissement constant du domaine matériel du droit international. Aujourd'hui, il recouvre toutes les activités étatiques, économie, finances, relations scientifiques, etc. Donc, comme j'ai cité, outre les facteurs économiques, historiques, géographiques et politiques, le progrès technique contribue ici, voilà, le progrès technique contribue au développement du droit international parce que il y a des champs qui sont ouverts à ce développement. Alors, concernant le deuxième point, les conditions d'élaboration. Le droit international public est le plus souvent l'expression des rapports de force et des convergences d'intérêts entre États. Les principes de souveraineté, c'est-à-dire puissance suprême et inconditionnée, sous réserve précisément du respect des engagements internationaux et des règles du droit international, et d'égalité et l'absence de véritable pouvoir législatif et réglementaire rendent difficile la création de règles générales. Le droit international public, qui est né essentiellement de règles conventionnelles, ça veut dire des accords, des conventions. Donc la base du droit international, ce sont les conventions, des accords entre étatiques. Donc ces conventions, c'est de là où on a extrait. Donc le juge, il extrait des solutions, des règles pour solutionner, des pratiques, etc. Donc il est considéré comme essentiellement composé de règles conventionnelles et de règles coutumières. Or, les premières ont une portée limitée et les seconds sont souvent mal fixés. D'ailleurs, une importante évolution s'est manifestée dans les conditions d'élaboration, notamment sous l'influence des États en voie de développement, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure. Fréquemment, l'adoption de principes sous forme de déclarations solennelles précède l'élaboration de conventions internationales. Exemple, droits de l'homme, espace cosmique. C'est une élaboration par étapes ou par degré. Et c'est ça qui explique ce caractère fragmentaire de la règle du droit international. Apparaît ce que les anglo-saxons appellent la soft law, droit d'État, droit à l'État naissant. Droit à l'État naissant, sur la base de résolutions d'organisations internationales constitutives d'un droit programmatoire ou incitatoire. D'un droit programmatoire ou incitatoire, c'est-à-dire des dispositions de caractère incitatif ou d'encouragement. Les États sont donc incités à adopter
des comportements concordants conformément aux dispositions de résolution qui, en l'espèce, anticipent quelque peu sur les faits. Exemple, Déclaration de Stockholm sur l'environnement de 1972 et la Charte mondiale de la nature 1982, Résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur le développement ou sur l'assistance internationale humanitaire, Code mondial d'éthique du tourisme 1999. De plus, nous allons trouver que les groupements ou collectivités non étatiques participent aussi à l'élaboration du droit international. On peut citer des ONG, le Vatican, le CICR, les experts. Récemment encore, Mouvement de libération nationale. Tous ces groupements, ou bien ces groupements, participent de plus en plus à la mise au point de nouvelles règles, comme c'est le cas pour le droit des conflits armés. À noter également les initiatives, certes parfois tardives, des milieux économiques concernés, par exemple dans le domaine de lutte contre la pollution maritime. Enfin, il faut souligner que le rôle de la Commission du droit international ne se limite pas à une codification du droit international, mais s'étend également au développement de celui-ci. Un troisième caractère du droit international est celui du consentement. Ce consentement est traditionnel en ce qui concerne l'intervention du juge. Or, certains États ont longtemps été traditionnellement opposés à une telle intervention, et d'autres procédés limitent encore cette éventuelle intervention. On peut saisir la Cour internationale de justice que si on est d'accord, que si les volontés interétatiques sont prêtes et disposées à soumettre leur affaire sous le regard du juge. Or, dans la majorité des cas, ce n'est pas possible parce que les États s'inquiètent et ne sont pas disposés à perdre dans ces affaires. On peut bien sûr avancer ici une exception d'incompétence ou des réserves qui ont été soulevées dans l'affaire Espagne-Canada en 1998 devant la Cour internationale de justice, pour, bien sûr, préserver ce droit au consentement. Mais on peut noter toutefois quelques assouplissements à partir de 1989. Et on peut citer l'hostilité soviétique à la compétence de la Cour internationale de justice. Et juste après,
cet exemple a été suivi par d'autres ex-démocraties populaires, la Hongrie, la Pologne, l'ex-Tchécoslovaquie, la Mongolie. En 1993, la Slovaquie et la Hongrie ont saisi la Cour internationale de justice, ce qui a été une avancée considérable. Dans un litige, les opposants à propos de la construction d'un barrage sur le Danube. En revanche, nous allons constater une tendance contradictoire à la formation du droit international. D'une part, la Convention de Vienne sur le droit des traités consacre le principe de libre consentement. On va le trouver dedans. Consacré, ça veut dire elle est dedans. Elle est avancée dans cette convention. Et la Cour internationale de justice a exigé la nécessité du consentement d'un État pour que celui-ci soit lié par une convention et considéré que pour qu'une règle soit reconnue comme coutumière, il fallait notamment que la pratique en question soit le fait des États, y compris ceux qui sont particulièrement intéressés. Et on peut constater cette explication ou bien cette pratique dans l'affaire du plateau continental de la mer du Nord en 1969. Donc, le consentement, il est impérativement exigé en respectant la volonté de l'État, la souveraineté de l'État, en respectant cet engagement libre des États. On va constater que la Convention de Vienne a retenu une notion très importante. C'est la notion du jus cogens. C'est quoi le jus cogens? Jusqu'au gens. C'est une acception qui est expression latin et qui signifie les normes impératives, ou bien les normes impératives. Ce sont des normes qui sont au sommet de la hiérarchie des règles du droit international, que l'ensemble de la communauté internationale des États pourrait imposer au reste des États et qui constitue ainsi une exception notable à l'exigence du consentement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De façon très très simple. De façon très très simple, nous avons le consentement traditionnel, c'est-à-dire que l'État est libre d'accepter ou de ne pas accepter de saisir le juge de son affaire. Il est libre. En même temps, cette liberté, elle est consacrée dans la Convention de Vienne. Elle est consacrée également dans la pratique de la Cour internationale de justice, comme on a cité. Mais nous allons trouver que la Convention de Vienne de 1969 nous vient avec un principe, une notion, la notion du jus cogens, pour nous dire que l'ensemble
de la communauté internationale des États pourrait imposer au reste des États des règles ou des normes impératives qui constituent une exception notable à l'exigence du consentement. On doit respecter ces règles. Et la Cour internationale de justice a admis qu'une pratique du Conseil de sécurité des Nations unies, il y avait une abstention d'un membre permanent, avait pu modifier les dispositions de la Charte et s'impose même aux États qui y ont constamment objecté, comme dans l'avis consultatif sur la Namibie en 1971. Donc, c'est une norme impérative et on ne doit pas ne pas la respecter ou dérober de son application. Par ailleurs, certaines organisations internationales s'attribuent un pouvoir quasi-législatif et même quasi-constituant. Il marque à ce niveau un recul de la règle du consentement. Mais à cet égard, l'utilisation croissante de la procédure du consensus atténue le caractère parlementaire et se rapproche du consentement formel manifesté dans un traité. Traditionnellement, la société internationale, qui est une société de juxtaposition, où il y a cette égalité souveraine des États, et qui repose sur la différence et la coopération, comme c'est dégagé de l'affaire des otages américains en 1980 par la Cour internationale de justice, fait qu'il est impérativement difficile d'atteindre ce consensus et de faire appliquer la règle de droit. Or, l'évolution de la société internationale avec le Jus Cogens et des obligations essentielles fait peur à certains juristes, enfin, il appréhende et fait peur à certains États surtout, parce que elle risque, cette notion, de consacrer un pouvoir législatif permettant à certains États, les plus puissants ou les plus nombreux, d'édicter des normes auxquelles les autres sont assujettis. Donc, il peut être un moyen de domination. Il est certes important dans certaines mesures, mais il faut qu'il y ait des mécanismes qui accompagnent cette notion pour ne pas consacrer des règles qui ne respectent pas l'équité et la justice internationale. Bien que ce terme « justice à l'international » il est difficilement applicable. L'autre caractère qui est aussi important qu'au précédent, c'est la sanction. Certains considèrent que, à travers le chapitre 7, on peut parler de sanctions. D'autres, en revanche, considèrent que le droit international ne peut pas être contraignant. Pourquoi ? Parce que
en l'absence de pouvoir exécutif international, l'application du droit international dépend du pouvoir propre des États intéressés, la volonté étatique. Qui sont ces États qui sont à la fois auteurs et sujets de la règle du droit. L'interdiction du recours à la force et l'efficacité limitée du pouvoir de sanction des organisations internationales contribuent à l'affaiblissement de l'efficacité du droit international. Mais, dans l'ordre juridique interne, il y a également des règles non sanctionnées, comme les conflits d'ordre économique ou d'autres constitutionnels. Bon. C'est une comparaison, mais qui n'est pas satisfaisante. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette différence entre l'ordre international et l'ordre interne. Passons maintenant à la division du droit international public.